Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalo. Alors, quels sont les titres, les grands titres de cette édition? Le Bénin retrouve la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards se sont qualifiés il y a quelques minutes après le nul face à la Libye 0-0. Jacques Debé sera dans cette édition. Affaire Steve Amoussou, la défense demande la nullité de la procédure et plaide pour sa libération. C'était à l'occasion de l'ouverture de la deuxième audience ce lundi 18 novembre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les détails sont à suivre. Et puis, la dette publique du Bénin s'élève à un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA. C'est le point fait par la Caisse autonome de gestion de la dette du Bénin. Les détails sur cette dette sont à suivre également dans cette édition. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles à l'échelle continentale et dans les dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la charpente de l'édition. Nous sommes lundi 18 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous la générale de l'information. La générale. Geoffroy Toli assure la mise en onde de cette édition. Une fois n'est pas coutume, on démarre par les informations sportives et notamment avec le Bénin qui va vivre la faveur d'une CAN 6 ans après sa dernière édition. Jacques Debé, bonsoir. Bonsoir, Ilori Chabalo, c'est effectif. Il est fallu un match nul et les Guépards ont fait mission accomplie 0-0 dans une chaude ambiance au stade de Tripoli face aux Chevaliers de la Méditerranée. Ça a tremblé jusqu'au bout, mais l'essentiel est là. Le Bénin s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aux dépens de la Libye, mais également aux dépens du Rwanda. Le Rwanda qui a battu le Nigeria dans l'autre match de la poule D, bien sûr 2-1. Eh bien, le Bénin et le Rwanda sont à égalité de points, 8 points, mais il y a la différence de but et la confrontation directe donc qui a joué à la faveur des Guépards du Bénin qui ont battu le Rwanda 3-0 au match aller avant de se faire surprendre au match retour 1-0. Suffisant donc ces 8 points pour permettre au Bénin de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez dit, 6 ans après la dernière participation en Égypte où le Bénin avait atteint les quarts de finale. C'était en 2019. On sera donc de la fête au Maroc en janvier 2026 et c'est tout un peuple qui est en train de jubiler actuellement. On a vu les images à la télé avant d'entrer en studio. Eh bien, c'est le football béninois qui vient de triompher cet après-midi. Oui, c'est une grande joie. Merci Jacques Debé pour tous ces détails. On va poursuivre l'édition et cette fois on parle justice. 9 décembre 2024, c'est la nouvelle date retenue pour la suite du procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi. Présenté à la Criette ce lundi, son dossier est renvoyé. Karine Diegui. Le procès de l'affaire Steve Amoussou s'est ouvert ce lundi 18 novembre. Il s'agit de la deuxième audience devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mais à peine ouverte, les avocats de la défense demandent la nullité de la procédure et la libération de leurs clients. Une demande qui ne reçoit pas l'assentiment du ministère public. Ils jugent les exceptions de la défense opportuniste et nulles et demandent à la Cour de les ranger car elle n'est pas saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou. La Cour a ensuite délibéré et renvoie le dossier au 9 décembre prochain. Maître Barnabé Georges Bago est l'un des 7 avocats de Steve Amoussou. Il explique les raisons de la demande de nullité. Selon lui, la procédure est émaillée de vices, notamment la violation du code de procédure pénale. Écoutons la réaction de Maître Barnabé Georges Bago. Ici au Bénin, nous avions refusé d'aller au fond. Il y a de gros vices. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et l'amener au Bénin et nous aussi on reçoit et puis on dit lui c'est une compte, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Et donc ça a été renvoyé au 9 pour que le juge nous dise si oui ou non il est d'accord pour annuler la procédure. On a dit l'unité de la procédure, mais parce que d'abord la Constitution est violée. Dans la Constitution, nous avons le droit d'aller et venir dans notre Constitution. Et également, le code de procédure pénale a été violé dans ces articles 20, 21, 78 et autres. Même la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples a été violée. Donc, il y a tellement de violations. Alors, souvent,
c'est dans les cas de drogue qu'on voit ces genres de procédures. Mais nous, ici, c'est le contraire. Et M. Steve Amoussou, qui n'est peut-être pas frère Ovi, on ne sait pas. Puisque on n'a pas pu démontrer que c'est le frère Ovi. Oui. Steve Amoussou a d'abord contesté qu'il n'est pas frère Ovi. Donc nous avons demandé à notre tribunal d'annuler cette procédure-là. Les avocats de Steve Amoussou entendent saisir également la Cour constitutionnelle. Plus loin, maître Barnabé Georges Gbagbo évoque la suite de l'affaire du côté de Lomé, car au-delà du jugement et de la condamnation par la criette des ravisseurs de leurs clients, la partie togolaise considère toujours l'affaire comme un crime. Maître Barnabé Georges Gbagbo, l'un des 7 avocats de Steve Amoussou, parle de l'état d'âme dans lequel se trouve son client. Le Steve Amoussou qu'on a vu était sûr de lui, était confiant. Le français, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui aime bien la langue française. Il a pris ça, lui-même, il a pris sa défense. Après que les avocats eurent plaidé, il a pris aussi la parole. Il a posé une question importante. Ce crime d'enlèvement à Lomé, à qui cela profite? Alors, c'est à nous tous, au tribunal aussi, de répondre. L'affaire Olysse bien à Lomé, vous savez que certains, les complices, justement, ont été pris à Lomé. Et on est en train de les juger. Il y a une procédure à Lomé, le juge d'instruction. Il y a une instruction qui est... Et donc, nous avons eu à lire les procès-verbaux. Et nous croyons que ce que Lomé dit n'a pas du tout la même chose. Il n'est pas en concordance avec ce que la criette justice. Donc, nous attendons pour voir wait and see. Nous verrons bien comment ça va se terminer à Lomé. Et alors qu'au Bénin, déjà, la criette a hâte de vite juger. On dirait que c'est une patate chaude. Pour rappel, les charges qui pèsent sur Steve Amoussou sont incitation à la rébellion, harcèlement par voie électronique et diffusion de fausses informations. Il est également impliqué dans une autre procédure concernant une escroquerie présumée. On lui reproche d'avoir escroqué 10 millions de francs CFA à Marcelin Ayi, un Béninois résident en Indonésie. Les quartiers de la ville de Parakou, confrontés depuis quelques jours à une pénurie d'eau potable, seront soulagés avant la fin de cette semaine. Ulrich Abalo. C'est une réalité. La situation à laquelle vous faites allusion, Karine, est due à une panne survenue sur l'un des dispositifs de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, selon les explications du maire Inoussa Chabizime. Visiblement préoccupé par la souffrance de ses administrés lors d'une interview accordée à notre rédaction, l'autorité municipale, tout en expliquant les causes de cette crise difficile à vivre pour les populations, a annoncé la fin de leur calvaire avant la fin de cette semaine. Selon le maire, la réparation de la panne dépasse les compétences de la société distributrice d'eau. C'est pourquoi des démarches ont été entreprises pour solliciter une expertise extérieure, a-t-il rassuré. Extrait des propos du maire Inoussa Chabizime. Nous avons pensé que c'était une simple coupure, mais avec nos recoupements, nous avons constaté qu'il s'agit d'une panne. Une panne qui a été occasionnée non seulement par l'incivisme de nous-mêmes, population, mais aussi peut-être par un suivi qui n'a pas été plus ou moins rapproché. La SONEB envoie de l'eau dans nos ménages à travers des canalisations, c'est-à-dire des conduits d'eau. Et quand ce sont de petits tuyaux, quand ça s'éclate automatiquement, la SONEB a la compétence de réagir rapidement ou de venir colmater afin que les populations aient de l'eau. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé est extrêmement important que cela dépasse la compétence locale de la SONEB elle-même. Donc les techniciens localement, non seulement n'ont pas les outils, mais aussi n'ont pas ce qu'il faut pour rapidement mettre à jour et donner de l'eau potable. Le maire de Parakou a cependant dénoncé l'incivisme de certains citoyens qu'il tient pour responsable de cette situation dont les impacts se font lourdement sentis dans plusieurs quartiers de la ville. Justement, parmi les zones touchées figurent Albarika, Kandagbe, Damaguru, Woru Tokoru, Titiru et bien d'autres quartiers, plus bien entendu dans la ville de Parakou où les robinets ne fournissent plus du vent à la place du liquide précieux, a déploré le maire Inoussa Zimechabi. Il est également revenu sur les démarches déjà entreprises pour réparer le dispositif endommagé. On écoute le maire de Parakou pour plus de détails. Derrière le CG
Zongo. Il y a des conduits vraiment de taille très grande qui ont eu un choc dû à un feu de brousse. Et c'est pourquoi ce qu'on dit souvent à nos populations, c'est-à-dire les canalisations, que ce soit des caniveaux ou même des trous causés par l'eau de ruissellement, ne sont pas des poubelles. Et qu'est-ce que nous constatons? Pour la plupart, nos populations envoient les ordures ménagères dans ces endroits-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, quelqu'un, peut-être par mégarde, ou bien même pensant bien faire, a mis le feu. Et ce feu a endommagé la grosse canalisation, c'est-à-dire qui envoyait de l'eau directement au niveau du château. Si c'était même que c'est une canalisation qui emmène l'eau du château vers les populations, les gens pouvaient se dire qu'il y a encore de l'eau au niveau du château. Mais cette fois-ci, le château n'a même pas d'eau. Alors, si le château n'a pas d'eau, ça veut dire que le château ne peut pas fournir les ménages. Cette crise devrait interpeller la conscience collective des citoyens de Parakou sur l'importance de respecter les recommandations des autorités locales. Elle appelle également à une prise de conscience de la part des auteurs d'actes d'incivisme, souvent à l'origine de situations complexes et difficiles à gérer, selon Inoussa Chabizime, maire de Parakou. La société ayant fait les travaux a été saisi et depuis samedi soir, il semble que tout ce qui doit être fait pour démarrer les travaux est en train d'être fait. Cette semaine-là, le dépannage aura lieu certainement afin que nos populations puissent quitter cette souffrance. Beaucoup m'ont appelé, j'ai tenté d'expliquer. C'est vraiment c'est difficile parce que la première source de vie, c'est de l'eau. Et sans eau, vraiment, il n'y a pas de vie. Et pour la plupart aujourd'hui dans nos ménages, beaucoup ne forent plus des puits. Avec quand la SONEB s'arrête, difficilement les gens arrivent à s'approvisionner en eau potable. C'est là où il faut voir aussi l'importance de la SONEB et que chacun de nous doit faire un suivi rapproché. Dans mon quartier, lorsque je vois qu'une canalisation est à l'extérieur, si je peux, j'informe le chef de quartier ou si j'ai le contact des responsables de la SONEB, je les appelle et je les informe. Vous avez un tuyau qui est apparent ici et qui peut s'éclater du jour au lendemain. Donc, rapidement, les gens vont prendre les dispositions. L'édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. La générale. On parle à présent de la lutte syndicale au Bénin. Apollinaire Afewe est reconduit à la tête de l'UNSTB pour un mandat de 5 ans. Il est réélu alors que l'organisation syndicale la plus ancienne du Bénin célèbre ses 50 ans d'existence. Karine Diegui. Pour suivre les œuvres entamées pour la défense des intérêts des travailleurs et pour le rayonnement de l'UNSTB, c'est l'engagement que prend Apollinaire Afewe, réélu pour un mandat de 5 ans comme secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. C'est au terme du 9e congrès ordinaire de l'organisation qui s'est tenu à la Bourse du Travail à Cotonou samedi 16 novembre 2024. Il promet travailler pour un pouvoir syndical fort, dynamique et résilient. On écoute Apollinaire Afewe qui revient sur les grandes décisions issues de ce congrès. Il a été reçu ce matin dans le grand direct de l'information. La première décision, c'est que l'ensemble des militantes et militants de l'UNSTB ont voulu placer une fois encore leur confiance en nous, en notre modeste personne, en nous reconduisant à la tête de la Confédération pour les 5 prochaines années. La deuxième chose, c'est que le Congrès nous a recommandé de continuer les œuvres entamées au cours du premier mandat et qui contribuent au rayonnement et à la visibilité de notre organisation, de même qu'à son repositionnement dans l'échiquier syndical de notre pays. Nous devons continuer donc à mettre en œuvre notre stratégie depuis le premier mandat, mais aussi à travailler pour construire ensemble avec les autres forces sociales du pays un pouvoir syndical fort, dynamique, résilient qui permet, n'est-ce pas, de donner satisfaction aux revendications des travailleurs. Aussitôt réélu, Apollinaire Afewe évoque les défis qui attendent l'UNSTB. Il met un point d'honneur sur la représentativité, les défis de l'unité et d'action sans occulter la question de financement pour les activités. Il salue par ailleurs les efforts consentis par les militants. On écoute Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB.
Comme je l'ai rappelé à l'occasion de ce congrès, le premier défi, c'est la représentativité, une forte représentativité, une représentativité qui donne des fruits, qui produit des fruits. Le second, c'est le défi de l'unité, parce que l'émiettement des syndicats aujourd'hui, l'atomisation des syndicats à laquelle nous assistons, n'est pas de nature à construire ou à nous donner la force nécessaire, à nous donner les moyens nécessaires pour parvenir à donner satisfaction aux revendications des travailleurs, aux problèmes des travailleurs. Et donc, il y a le défi de l'unité d'action, si vous le voulez. Il y a également le défi de l'autofinancement. Oui, nous devons continuer à fournir des efforts pour permettre le financement de nos actions à partir de nos propres moyens. Et en cela, je voudrais reconnaître et remercier les efforts qui ont été fournis par les militantes et militants de l'UNSTB tout au long du mandat et qui nous ont permis de financer nos activités. Dans la suite de cette édition, la dette publique du Bénin s'élève à un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA. Le Bénin a effectivement franchi la barre des 7 000 milliards de francs CFA, selon un rapport qui vient d'être rendu public par la Caisse autonome de gestion de la dette du Bénin. L'encours de la dette publique est désormais fixé à 7 160 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Dans les détails, la dette du Bénin au 30 juin 2024 est de 6 756,90 milliards de francs CFA, alors qu'une projection de 403,377 milliards est annoncée pour le second semestre. Malgré ce montant relativement élevé, le taux d'endettement du Bénin reste l'un des plus faibles de la sous-région. Il est de 52,1% à fin juin 2024 contre 52,4% au 31 mars de la même année, ce qui est largement inférieur à la norme communautaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est de 70%. On va poursuivre cette édition par une autre information, bien qu'il apporte à l'homme un soulagement dans la gestion des activités culinaires. Le gaz est un combustible qui présente également des risques pour ses utilisateurs. Savoir en faire usage est l'idéal, Karine Diegui. Le gaz domestique fait partie intégrante des ménages modernes et sert à diverses fins qui rendent la vie plus confortable et plus pratique. De la préparation des repas au chauffage, en passant par bien d'autres usages, le gaz joue un rôle important. Son utilisation est sujette à des risques liés aux éventuels cas d'incendie que cela pourrait causer. Les systèmes de chauffage au gaz doivent être correctement entretenus pour éviter les fuites et assurer la sécurité, conseille le commandant de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers de Borgo. Selon le capitaine Marc Fayomi, il est important de réaliser des inspections régulières et de respecter les consignes de sécurité afin d'éviter d'éventuels cas d'incidents liés à l'utilisation du gaz domestique. Suivons ces précisions. La fuite de gaz se constate déjà par l'odeur qui n'est plus une odeur naturelle. Quand vous rentrez dans une concession où ce que vous sentez n'est plus de l'oxygène, il y a un mélange d'odeur à cet oxygène. L'idéal déjà, c'est de faire attention pour voir s'il n'y a pas une fuite de gaz quelque part. Et quand on se rend compte que réellement, il y a une odeur suspecte qui pourrait être une fuite de gaz, il y a des discussions pratiques qu'il faut prendre. Comme on le dit souvent chez nous, avant d'avoir un début de feu, il faut forcément 3 éléments, ce qu'on appelle le triangle de feu. Donc, avant d'avoir un feu, il faut le combustible, il faut le carburant et il faut une énergie d'activation. La fuite de gaz étant déjà le combustible, c'est-à-dire c'est déjà l'élément qui peut brûler, et l'oxygène étant le carburant, ça veut dire qu'il faut forcément un 3e élément pour donner le feu. Donc quand il y a un début de gaz dans une concession, il faut tout faire pour ne pas apporter une énergie d'activation. Alors l'énergie d'activation peut être produite par l'allumage d'un interrupteur, l'allumage d'une lampe, une simple chaussure qui a du fer au niveau du talon qui frotte le sol peut donner une étincelle et peut provoquer un début de feu. Bien que les cuisiniers et le gaz domestique soient appréciés pour leur performance, il est important d'assurer une ventilation adéquate et des mesures de sécurité pour éviter les fuites de gaz, selon le capitaine Marc Fayomi. Le commandant de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers précise par ailleurs que l'usage du téléphone portable ou d'autres appareils émettant des ondes magnétiques pourrait déclencher un incendie en cas de fuite de gaz. Plus de précision avec le capitaine Marc Fayomi.
elle est vérifiée. C'est un peu comme quand j'abordais la question liée même à la serrure d'une porte. Quand il y a une fuite de gaz dans un local et que vous ouvrez pas la porte tout doucement et que le frottement simplement au niveau de la portière crée une étincelle, c'est qu'il y a un début de feu. D'accord? Il a été démontré aussi que les ondes magnétiques que produisent le portable peut être aussi à la base de la production de cette énergie d'activation, donc il pourrait déclencher aussi un début de feu. Que le téléphone soit connecté ou non, il est interdit d'utiliser le téléphone portable pendant qu'on est à la cuisine ou pendant qu'on est à proximité du gaz domestique. Il faut noter quand même que dans les pays qui se respectent, comme on le dit, théoriquement le gaz ne doit pas rester à l'intérieur de la cuisine. C'est pour raison de sécurité que nous laissons nos gaz à l'intérieur de la cuisine et nous faisons le feu. Sinon théoriquement, la bouteille est à l'extérieur et c'est un conduit qui l'amène au niveau de la cuisine pour la cuisson. Donc, le simple fait d'avoir le gaz déjà à l'intérieur d'une cuisine qui n'a pas de fenêtre, qui a une seule porte, c'est déjà un risque. Par conséquent, on doit faire très attention à son utilisation. La culture à Diatado sera une fois encore à l'honneur cette année. C'est à travers la 4e édition du Festac, le Festival des Arts et Cultures de cette ère culturelle. Justement, Karine Diagui, l'édition 2024 du Festac à Diatado s'annonce palpitante et riche en couleurs. C'est l'annonce faite ce dimanche 17 novembre par les membres du comité d'organisation de ce festival. Au détour d'une conférence de presse, Pierre-Léonard Rinvy a décliné les différentes activités prévues dans le cadre de cette édition du Festac. Selon le président du comité d'organisation du Festac, 4e édition, les membres de l'association comptent à travers ce festival vendre la culture à Diatado et de la révéler au reste du monde. On écoute à ce sujet Pierre-Léonard Rinvy. Cette séance est pour vous inviter à faire de manière à ce que, au lieu d'une publicité, que vous fassiez la propagande de notre culture. Le Bénin regorge de très belles cultures, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais nous vous invitons à faire de manière à ce que nous puissions véhiculer que parmi tant de belles cultures, la culture à Diatado est la plus riche. Nous voudrions profiter de l'occasion pour dire que la 4e édition, dont le comité d'organisation, appuyé par le président et le vice-président de la fédération, s'engage à faire de la 4e édition en s'appuyant, qu'on ne veuille ou non, sur les éditions passées, puisqu'il a fallu la première pour que la deuxième se corrige, il a fallu la deuxième pour que la troisième fasse mieux que la deuxième, et cette fois-ci, nous sommes en train de faire de manière à ce que de ce jour et de ce lieu commence une nouvelle page de l'histoire des éditions, quitte à ce que la 4e édition soit considérée comme la meilleure par rapport aux 3 premières éditions. Le Festac 2024 sera l'une des longues puisqu'il est prévu pour se célébrer du 18 au 22 décembre prochain. Il sera célébré dans tous les 3 arrondissements de la ville de Parakou avant la grande célébration le 22 décembre. Pierre-Léonard Rinvy revient ici sur les ambitions du comité d'organisation du Festac à travers cette démarche. Nos pères sont ici avec nous, nous entourent et ont voulu, n'est-ce pas, nous assister, apporter leur touche à l'édifice pour que la 4e édition, qui déjà s'annonce plus large, si vous voulez, parce que cela va se passer sur 5 journées. Du 18 décembre 2024, cela va se passer dans les 3 arrondissements de Parakou. Le premier arrondissement aura sa fête le mercredi 18 décembre. Le deuxième arrondissement sera en fête le jeudi 19 décembre. Le 3e arrondissement nous relayera le vendredi 20 décembre, avant que le samedi 21, nous nous retrouvions tous, n'est-ce pas, mélangés au site que vous connaissiez déjà, appelé complexe scolaire OCBN, qui est l'esplanade que nous avons l'habitude d'occuper, c'est vrai, qui bientôt sera considéré comme l'espace complètement exigu pour nous, parce que nos fils et filles continuent d'abonder. Chers amis, nous sommes venus vous l'expliquer. Nous sommes venus vous demander de nous aider à partir de maintenant jusqu'au 22 décembre prochain, de manière à ce que toute la population de Parakou et environ, tout le septentrion, tout le Bénin entier comprennent notre démarche. On va faire place à présent, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale. Bonjour à tous.
Bienvenue dans cette revue de presse. L'arrestation de Louis-Philippe Oundeyo occupe une fois encore la une des publications ce lundi. Le Télégramme, Dynamisme Info, Le Potentiel, Nord-Sud Quotidien, Libération, La Nouvelle Tribune. L'autre quotidien et bien d'autres publications s'intéressent cette fois-ci à la réaction du gouvernement par l'intermédiaire de son porte-parole Wilfried Léandre Ngwedi qui s'est exprimé ce vendredi 14 novembre 2024. Cette réaction est survenue selon le matinal lors d'une rencontre qu'il a tenue avec la presse dans les locaux du journal L'événement précis à Cotonou. Et selon Wilfried Léandre Ngwedi repris par le Télégramme, cette interpellation permettra au général d'assumer ses responsabilités face aux accusations portées contre lui. Toutefois, il a invité les journalistes et l'opinion publique à se rapprocher des autorités policières pour obtenir des précisions sur cette affaire, fait savoir Le Potentiel qui rappelle que Louis-Philippe Oundeyo a été arrêté à son domicile à Abomey-Calavi ce mercredi et est accusé de rébellion et de harcèlement par le biais de moyens électroniques. Présenté au procureur spécial de la Criette, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès prévu le 16 décembre 2024. Les publications rappellent et concluent que son frère Damien Oundeyo a également été interpellé bien que les raisons de son arrestation restent pour l'instant inconnues. Et pendant ce temps, l'Informateur et Infomatin et bien d'autres publications annoncent que le cyberactiviste enlevé à Lomé est attendu ce lundi 18 novembre 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ouvert le 7 octobre dernier puis renvoyé à la demande des avocats de la défense, le procès de Steve Amusso soupçonné d'être le frère Ouvé reprend ce lundi 18 novembre 2024 devant la Criette, accusé de harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. L'activiste avait plaidé non coupable à l'ouverture de procès, font savoir les publications qui rappellent que Steve Amusso est inculpé dans deux procédures différentes. La première concerne une affaire d'escroquerie présumée. Steve Amusso aurait escroqué une somme de 10 millions de francs CFA à un certain Marcelin Aye, un Béninois qui vivrait en Indonésie. La deuxième procédure, selon l'Informateur, concerne l'affaire Ouvé. C'est cette dernière, selon la publication, qui suscite une attention particulière aux abords du lac Nokwe. Et dans le cadre de cette procédure, Steve Amusso est suspecté d'incarner frère Ouvé, un chroniqueur éminent et un activiste politique se présentant comme un opposant intrépide au président Patrice Talon. Le parquet spécial a donc engagé des poursuites contre l'autre et son procès qui s'ouvre ce lundi 18 novembre 2024 permettra de déterminer éventuellement s'il est accusé de ce dont on lui reproche. Parlons environnement dans cette revue avec la fiche de jour, l'événement du jour, l'Indépendant, l'autre quotidien, le matinal, l'Informateur et bien d'autres publications qui font savoir qu'à l'occasion de la COP29 à Bakou, le Bénin a dévoilé une vision ambitieuse pour l'action climatique soutenue par des institutions financières internationales et des partenaires au développement. L'objectif du Bénin est de mobiliser des ressources publiques et privées pour financer les priorités d'adaptation et d'atténuation climatique tout en assurant la durabilité économique. La fiche du jour, l'événement du jour, l'Indépendant, l'autre quotidien, le matinal, l'Informateur et bien d'autres publications en parlent précisent que ce cadre créé entre le Bénin et la Norvège vise à mobiliser des ressources publiques et privées pour répondre aux priorités d'adaptation et d'atténuation climatique du Bénin, ceci en soutenant les objectifs de développement durable de la nation et les objectifs des contributions déterminés au niveau national, tout en préservant la viabilité de la dette dans le cadre de la politique macroéconomique globale du pays. Le Bénin dispose donc d'un bilan solide en matière de politique climatique et de financement climatique dans la région, fait savoir l'autre quotidien qui conclut et précise que sa stratégie de financement inclut un montant de 1,4 milliard de dollars de l'Association internationale de développement IDA, du groupe de la Banque mondiale et 200 millions de dollars supplémentaires de la facilité de résilience et de durabilité approuvée par le Fonds monétaire international en décembre 2023 pour soutenir la réforme climatique ambitieuse des autorités. Parlons culture cette fois-ci dans cette revue avec Matin Libre qui annonce que du 18 au 22 décembre 2024, la 4e édition du Festival des agricultures à Yatado aura lieu. C'est l'information principale qu'il convient de retenir d'une conférence de presse qui annonce la couleur de ce label de la Fédération des associations de ressortissants de l'air culturel à Yatado dans la commune de Parakou. Le président du comité d'organisation, Pierre Léonard Envie et ses collègues du comité étaient entourés pour la circonstance du président de la Fédération des associations à Yatado, Basile Sonuna Meto et du vice-président Yacinthe Azonsi. Promouvoir et valoriser les potentialités culturelles des fils et filles de l'air culturel à Yatado, tel est l'objectif principal du festival et face aux hommes des médias, Pierre Léonard Envie, le président du comité d'organisation, a levé un coin de voile sur les différentes activités qui vont meubler l'édition 2024
centre du Festac. Et dans les dernières secondes, la police républicaine annonce une vaste opération de répression sur toute l'étendue du territoire national dès ce lundi 18 novembre 2024. L'opération de répression qui démarre ce lundi portera d'une part sur le contrôle des pièces afférentes à la mise en circulation des véhicules terrestres à moteur et d'autre part sur les infractions liées au non-respect du code de la route. La direction générale de la police républicaine invite instamment tous les usagers de la route à se mettre en règle et à respecter scrupuleusement les dispositions normatives concluent les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Manipulation technique, Geoffroy Toli, édition Akila Stako, présentation Karine Djegui et moi-même Ulrich Abalo. On se reprend demain, même heure, même fréquence, même équipe et même plaisir. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.